La sœur de l'enfant chéri a fixé son mariage le même jour que le mien. Cette phrase a fendu l'air au-dessus de la table, résonnant comme du verre se brisant sous une pression insoutenable. Nos parents, Valérie et Stéphane, ont ri les premiers, comme si c'était une manœuvre habile et non un acte d'une cruauté délibérée. Les flammes des bougies dansaient, capturant les reflets dorés dans les cheveux de Chloé. Ma main est restée immobile, mon doigt traçant nerveusement le bord de mon verre de vin. « Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas » a-t-elle demandé, sa voix un murmure doux et venimeux à la fois. J'ai hoché la tête une seule fois. Bien sûr que non. Ils ont confondu mon silence avec une capitulation. Ce qu'ils ne voyaient pas, c'était la liste des invités qui attendaient déjà, méticuleusement préparée, dans mon agenda. 2 mois plus tard, cette même table familiale tomberait dans le silence pour une raison bien différente. La première fois que j'ai compris que le silence pouvait me protéger, j'avais 8 ans. Chloé, ma sœur, se tenait sur les marches du perron de notre maison de campagne en Normandie, sa robe captant la lumière matinale tandis que Valérie arrangeait ses cheveux pour une séance photo destinée à une publicité locale. « Souris plus grand, ma chérie », disait Valérie, sa voix chaude, ses yeux emplis d'une tendresse qui m'était étrangère. Derrière elle, dans l'ombre de la porte, je tenais la boîte à déjeuner que j'avais préparée moi-même, espérant que quelqu'un me remarque enfin. Personne ne l'a fait. Au collège du village, je travaillais d'arrache-pied. Les notes étaient ma façon de mériter ma place, de conquérir un espace vital. Un jour, je suis rentré à la maison en agitant une copie de contrôle notée 20/20. Stéphane a à peine levé les yeux de son journal. « Ne fais pas de peine à ta sœur », a-t-il dit. Sa voix était plate, dénuée d'émotion, mais les mots étaient acérés, nets. J'ai plié la feuille en 4, en prenant soin de ne pas froisser l'encre rouge du professeur, et je l'ai glissée dans le tiroir de mon bureau. C'est devenu une habitude, de plier tout ce qui prouvait que j'avais essayé. Chloé a toujours été l'enfant prodige, la lumière de leur vie. Quand elle a redoublé une classe, Valérie a blâmé le professeur. Quand j'ai excellé dans les miennes, elle n'a rien dit. Pour mon 13e anniversaire, le gâteau portait aussi son nom. On a pensé que ce serait amusant de fêter ça ensemble, a expliqué Valérie. Chloé a soufflé chaque bougie avant que je ne puisse en approcher une seule. J'ai appris à applaudir pour elle, même quand la jalousie me brûlait de l'intérieur. Notre père travaillait de longues heures dans un bureau d'assurance à Tours. Il rentrait le soir avec une odeur d'encre et de déception imprégnée dans ses vêtements. Je me suis rendu utile, je faisais la vaisselle, je vérifiais les factures, je gérais les aspects silencieux et invisibles de la maison. Il aimait ça. « Tu es fiable, Manon », disait-il parfois. Cela n'a jamais ressemblé à de l'amour. Au lycée régional, j'ai eu le béguin pour un garçon de ma classe de mathématiques. Je l'ai dit à Chloé une fois, juste une fois, alors que je lui tressais les cheveux. Elle a souri dans le miroir, puis est sortie avec lui la semaine suivante. Quand j'ai pleuré, Valérie a dit « Ne sois pas si dramatique. Il préfère simplement les jolies filles. » C'est cette nuit-là que j'ai cessé de partager les choses qui comptaient pour moi. L'université n'était pas une option. Chloé a davantage besoin des frais de scolarité, a décrété Stéphane. Alors, j'ai trouvé un travail juste après le bac, à saisir des factures dans un open space grisâtre d'un cabinet parisien. Mon ancien professeur, Monsieur Jean Dubois, m'avait aidé à postuler. « Vous êtes brillante, Manon », avait-il dit. « Ne les laissez pas vous réduire. » Je l'avais remercié, mais être réduite me semblait sûr. J'ai déménagé à 22 ans dans un petit appartement en centre-ville à Lyon. Murs blancs et silencieux, le tic-tac d'une horloge, des étagères remplies de dossiers classés par couleur. J'aimais cet ordre. Je me levais tôt, je préparais mon café au lait, je consultais mon agenda. Chaque entrée était écrite à la main. Je ne faisais pas confiance à la mémoire. Elle se déforme trop facilement. Parfois, Chloé appelait, non pas pour prendre de mes nouvelles, mais pour se vanter. Sa nouvelle voiture, sa nouvelle robe, ses nouveaux followers. Nos parents adoraient ces histoires. Elle réussit si bien, a dit Valérie une fois. Tu pourrais prendre exemple sur elle. J'ai hoché la tête, comme toujours. Le silence maintenait la paix. Mais à l'intérieur de ce calme, autre chose grandissait, une précision, une méthode. J'ai appris à attendre, à écouter, à remarquer ce que tout le monde manquait.
Les copies pliées de mon enfance se sont transformées en listes et en reçus de ma vie d'adulte. Des preuves, empilées méthodiquement dans des tiroirs. C'est là que j'ai compris que le silence n'était pas la paix. C'était une préparation. L'appel est arrivé un mardi soir. La pluie crépitait contre la fenêtre de mon appartement lyonnais pendant que je mettais à jour la liste des invités sur mon agenda. L'écran s'est allumé, Chloé. J'ai failli ne pas répondre. Salut, a-t-elle dit, son ton trop enjoué. Alors, chose amusante, la date de mon mariage vient d'être confirmée. C'est le même jour que le tien. Pendant une seconde, tout ce que j'ai entendu, c'est le tic-tac de l'horloge. Le même jour, ai-je répété, ma voix un écho vide. Oui, mais tu fais quelque chose de simple de toute façon, non? Juste la famille. Elle a ri légèrement. Nos proches seront aux miens, évidemment. Je veux dire, c'est logique. La ligne est restée silencieuse assez longtemps pour qu'elle le remarque. Manon, ça ne te dérange pas, n'est-ce pas? Je fixais le cercle d'encre sur mon agenda, celui qui marquait ma date. Le stylo était toujours dans ma main, sa pointe appuyée sur le papier jusqu'à ce que la marque s'épaississe, saigne un peu. Oui, ai-je finalement dit. Ça ne me dérange pas. Quand l'appel s'est terminé, je suis restée assise dans le noir pendant un long moment. Le seul son était la pluie. Mon reflet dans la vitre semblait calme, presque détaché, mais ma main était devenue glaciale. Plus tard dans la soirée, Valérie a appelé. La salle de ta sœur est beaucoup plus grande, a-t-elle dit joyeusement. Tout le monde sera là. Tu peux faire le tien en toute intimité. Peut-être après la fin du leur. Stéphane a ajouté en arrière-fond, soit un soutien, Manon. C'est son grand jour. Bien sûr, ai-je répété. Les deux mêmes mots. Quand la ligne a été coupée, j'ai ouvert mon agenda. 2 cercles identiques brillaient sous la lampe de bureau, le sien et le mien, dans une grande salle de réception d'un château de la Loire. J'ai écrit une petite note à côté du mien, confirmé. Ne pas déplacer. Ils appelleraient ça une coïncidence. Ils diraient que ça ne me dérangeait pas, mais je savais la vérité. Ils avaient passé des années à m'apprendre à rester petite, silencieuse, dans l'ombre. Cette fois, je resterai exactement où j'étais, sous la même lumière qu'ils pensaient n'appartenir qu'à elle. Le matin après cet appel, je me suis réveillé avant le réveil. L'appartement était gris et immobile, le genre de calme qui ressemble à une attente. La vapeur de mon café embuait la fenêtre, brouillant la silhouette de Lyon. J'ai ouvert mon agenda et j'ai passé un doigt sur le mot « confirmé ». L'encre avait séché, lisse et définitive. À 8 heures précises, je suis entré dans l'open space parisien. Je travaillais dans cette entreprise depuis 9 ans, assez longtemps pour savoir comment faire bouger les choses sans être remarqué. Pendant que les autres discutaient de leur projet du week-end, j'ai ouvert le portail des ressources humaines et j'ai commencé à rédiger une note de service interne. Invitation au mariage Leclerc-Martin, présence formelle requise. Je ne l'ai pas encore envoyé. Je l'ai juste enregistré comme brouillon, mon curseur clignotant comme un battement de cœur. À midi, j'avais appelé la coordinatrice de l'événement au château. Oui, ai-je dit, nous garderons la même date. Elle a hésité. Vous êtes sûr? L'autre famille. Je suis sûr, ai-je interrompu doucement. Mais nous aurons besoin de la grande salle de réception à la place. Bien sûr, Madame Martin. Ce soir-là, j'ai parlé de l'appel à Léo, mon fiancé. Il est resté silencieux un long moment, puis a demandé, « Tu ne changes vraiment pas la date ?» Non. Il a hoché la tête une fois, son expression indéchiffrable. Alors on le fait bien. Une vraie liste d'invités, un éclairage adéquat, une sonorisation parfaite. J'ai souri faiblement. Un silence parfait. La semaine suivante s'est déroulée comme un montage que personne n'a vu. Clic. Le son de mon clavier alors que je finalisais l'email des RH. Glissement. Le stylo marquant chaque RSVP confirmait des cadres et des chefs de service. Impression. La pile d'enveloppes scellées à la cire dorée. Vérification. Les paiements validés pour la salle de réception, le traiteur et l'orchestre. Chaque tâche semblait exacte, délibérée. Le rythme était régulier et froid. Le silence, réalisé n'était pas l'absence. C'était le contrôle.
Valérie a de nouveau appelé au milieu de la semaine. La réception de ta sœur va être magnifique, a-t-elle dit. Tu viendras aider à l'installation, n'est-ce pas? J'ai regardé le dossier de facture à côté de moi. Je serai occupé ce jour-là, ai-je dit. Occupé? Mais c'est son mariage. Oui, ai-je dit doucement. C'est vrai. Elle n'a pas remarqué la différence dans mon ton. Elle ne la remarquait jamais. Le soir, j'étalai tout sur la table de la salle à manger, le plan de table, la liste des invités imprimés, le déroulement de la cérémonie. Léo s'asseyait en face de moi, examinant les détails. Tu es sûr que ce n'est pas trop? A-t-il demandé une fois. Pas assez, ai-je répondu. Il a souri, un sourire lent et fier. Alors rendons le parfait. Nous avons visité le lieu ensemble une semaine plus tard. La grande salle de réception du château s'étendait, large et lumineuse, les lustres en cristal dispersant la lumière comme des éclats de glace. C'est élégant, ai-je dit au directeur. Mais restez sobre. Oui, madame. J'ai touché le tissu des rideaux, un ivoire épais, doux sous mes doigts. Pas de décoration excessive. Je veux que les gens entendent le silence. Le personnel semblait perplexe. Léo, non. Il comprenait. Chaque nuit, j'enregistrais de petits détails, le nombre final d'invités, le placement de Monsieur Pierre Leclerc, le père de Léo et PDG de l'entreprise. J'ai ajusté les horaires, réservé le parking pour les cadres supérieurs, engagé des musiciens de la liste du gala de charité de l'entreprise. Chaque nom que j'ajoutais rendait la liste d'invités de Chloé plus mince par défaut. Elle et son fiancé, Lucas, avaient choisi le même complexe de château, 2 salles, même étage. Elle pensait que cela m'humilierait. Lorsque l'email de confirmation finale des RH est arrivé, présence obligatoire pour toute la direction supérieure, je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai archivé. Un soir, j'ai trouvé une vieille boîte dans mon placard. À l'intérieur, parmi de vieux papiers, se trouvait la copie de contrôle pliée que j'avais cachée autrefois. Le 20-20 rouge brillait encore à travers les plis. Je l'ai déplié soigneusement et l'ai posé à plat sur la table. À côté, j'ai placé le programme actuel du mariage, des rangées de noms imprimés, des approbations scellées, des reçus. Même forme, même ordre, sens différent. Léo est entré et s'est arrêté. Qu'est-ce que c'est? Un rappel, ai-je dit. Il a regardé le papier, puis moi. Tu es calme, a-t-il dit. J'ai appris des meilleurs. De ta famille? Non, ai-je dit. De leurs erreurs. La nuit avant le mariage, j'ai à peine dormi. J'ai repassé ma robe, vérifié l'agenda une dernière fois et l'ai placé près de la fenêtre, là où la lumière de l'aube frapperait en premier. La ville au loin était silencieuse, la circulation assourdie. J'ai regardé le soleil se lever, son reflet transformant la vitre en or. À 7 heures, mon téléphone a vibré. Valérie, encore. Ta sœur est si nerveuse, a-t-elle dit. Elle n'arrête pas de demander si tu es jalouse. Je ne le suis pas, ai-je dit. Dis-lui de ne pas s'inquiéter. Je ne me mettrai pas en travers de son chemin. Tu es une si bonne fille, a soupiré Valérie, un soulagement évident dans sa voix. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse m'entendre murmurer, plus maintenant. Dans l'immobilité qui a suivi, je pouvais presque entendre le jour suivant respirer, attendre. 2 mariages, une date, même adresse. Il pensait que cela m'anéantirait. Il ne réalisait pas qu'il venait de réserver une place au premier rang pour assister à leur propre silence. L'air ce matin-là semblait plus lourd que d'habitude, presque métallique, le genre de calme qui précède un orage. Calme mais chargé. Je suis arrivé tôt. L'ourlet de ma robe frôlait le sol en marbre du hall du grand hôtel attenant au château. Le personnel passait en hâte avec des bouquets et des plateaux de champagne. 2 panneaux à l'entrée, salle A, mariage Leclerc-Martin. Salle B, Chloé et Lucas. Même jour, même bâtiment. 2 versions de la vérité. Notre cérémonie a commencé à midi. Les invités entraient, leur voix basse, l'air vibrant de rire poli. J'ai regardé les rangées se remplir. Monsieur Pierre Leclerc près du devant, ses collègues, les amis de Léo, mes collaborateurs. La salle brillait sous les lustres en cristal lorsque le quatuor à cordes a commencé à jouer.
Le son vibrait à travers le sol comme un battement de cœur. À l'étage, un fleuriste a murmuré à un serveur qui passait, « La moitié des invités n'a-t-elle pas annulé pour l'autre mariage ?» Le serveur a hoché la tête. Quelque chose à propos d'un événement d'entreprise. Au moment où les vœux ont été prononcés, l'autre salle était presque vide. Quand je me suis tourné vers Léo et que j'ai dit « Oui, je le veux », les applaudissements ont été doux mais pleins, un son qui semblait mérité. À travers les hautes fenêtres, j'ai aperçu Chloé dans la cour intérieure en contrebas. Sa robe, brillante, son expression, fracturée. Lucas à côté d'elle, faisant les 100 pas, son téléphone collé à son oreille. Une demi-heure plus tard, alors que notre réception commençait, ils sont entrés. Je les ai remarqués avant tout le monde. Valérie, Stéphane, Chloé et Lucas, tous habillés pour la mauvaise salle. Leurs visages se sont décomposés en voyant la foule, les dirigeants, les photographes de presse, la famille Leclerc réunie comme une constellation de pouvoir. Chloé a cligné des yeux, essayant de comprendre. Quoi? Pourquoi tous mes invités sont-ils ici? A-t-elle chuchoté. La voix de Lucas s'est brisée. Ce sont les clients de mon entreprise. Pourquoi sont-ils ici? Monsieur Pierre Leclerc s'est levé, sa présence silencieuse mais absolue. C'est étrange, n'est-ce pas? A-t-il dit. 2 mariages, une date, mais un seul est celui de mon fils. Le microphone sur la scène a capté ces mots, les propageant à travers la salle. Un silence s'est répandu, net et absolu. Le sourire de Valérie a vacillé. Stéphane a tenté de se ressaisir. Nous ne savions pas, Monsieur Leclerc s'est tourné vers eux, son ton modéré. Vous n'aviez pas à savoir. Certaines personnes ne comprennent l'ordre que lorsqu'ils cessent de les inclure. Chloé a attrapé le bras de Lucas. Dis quelque chose. Il a reculé à la place, son col semblant trop serré. Tu m'avais dit que cette date l'humilierait, la voix de Chloé tremblait. Tu étais d'accord. Leur dispute s'est répandue dans le silence comme de l'électricité statique. Les invités échangeaient des regards. Les appareils photo crépitaient. Je n'ai pas bougé. Je me tenais près de la table, un verre à la main, la même posture que j'avais tenue lors du dîner où tout avait commencé. Le reflet du lustre vacillait à la surface de ma boisson. Mon agenda était posé sur la table à côté du livre d'or, fermé, propre. Monsieur Leclerc a repris la parole, plus doucement cette fois. Gardons ce jour pour les personnes qui l'ont mérité. À son signal, le personnel a guidé les intrus vers la sortie, calmement, poliment, de la manière dont on supprime un bruit d'une pièce destinée à la musique. Alors que les portes se refermaient derrière eux, le quatuor a entamé un nouveau morceau, lent et mesuré. La tension s'est dissoute dans les applaudissements. J'ai levé mon verre, pas haut, juste assez pour voir mon propre reflet trembler légèrement dans le vin. Léo a touché ma main. Ils sont partis, a-t-il dit doucement. Je sais. De l'autre côté du couloir, j'ai entendu l'écho faible d'une autre porte qui claque. Salle B. Probablement quelqu'un qui crie, puis plus rien. Le son s'est dissous dans la musique, dans le doux bourdonnement des conversations. Ils sont venus pour me voir échouer, ai-je dit à voix basse. Au lieu de ça, ils ont vu ce que le silence peut construire. Léo a souri, un sourire petit et constant. Et détruire. Nous avons trinqué une fois, non pas pour la victoire, mais pour l'équilibre restauré. Le reste de la soirée s'est déroulé en vague calme. Pas de discours, pas de drame, juste le rythme régulier des fourchettes contre la porcelaine, des rires qui appartenaient à la bonne salle cette fois. Quand tout s'est terminé, j'ai jeté un dernier regard autour de moi. La lumière des lustres, les invités, le sol poli où mon reflet se tenait, clair et ininterrompu. Le silence qu'ils avaient laissé derrière eux était parfait. Le matin après le mariage, la ville était lavée, propre. La silhouette de Lyon brillait d'un or pâle à travers la fenêtre, les rues en bas, humides et calmes. Je me tenais dans la cuisine, pieds nus, remuant du sucre dans mon café au lait. La tasse cliquetait doucement contre le comptoir, un son régulier, mesuré. Léo dormait encore. Le son de sa respiration se mêlait au bourdonnement du réfrigérateur. Sur la table de la salle à manger reposait mon agenda, fermé maintenant, ses pages légèrement gondolées par l'usage intensif. À côté, notre certificat de mariage, posé à plat sous la lumière du matin.
Le seau captait un reflet, de la même couleur que l'encre que j'avais utilisée pour encercler cette date des mois auparavant. Pendant des années, j'avais plié des preuves de mon existence, assez petites pour les cacher dans des tiroirs, des notes, des reçus, des choses non dites. Hier, je les ai finalement toutes dépliées. Pas de confrontation, pas de voix élevées. Juste une ligne calme tracée à travers tout ce qui me faisait mal autrefois. J'ai pensé à Chloé. Peut-être s'est-elle réveillée dans le silence, elle aussi. Une boîte de réception vide, un appel sans réponse, le son de son propre reflet se fissurant. Peut-être que nos parents étaient assis dans leur maison en Normandie, essayant encore de comprendre le moment où la pièce avait cessé d'applaudir pour eux. Je ne ressentais pas de joie en l'imaginant. Juste de la distance. La bouilloire a sifflé doucement. Je l'ai éteinte avant qu'elle ne devienne trop bruyante. Léo est entré, les cheveux en désordre, les yeux mi-clos. « Bonjour », a-t-il dit. « Bonjour », ai-je répondu. Il s'est appuyé contre le comptoir. « Ça va ?» J'ai hoché la tête. « Oui, enfin. Nous n'avons pas parlé du mariage. Nous n'en avions pas besoin. Il avait déjà fait ce qu'il devait faire, mettre fin à quelque chose d'ancien, commencer quelque chose de calme. Quand il est parti travailler, l'appartement a retrouvé son rythme apaisé. J'ai légèrement ouvert la fenêtre. L'air sentait la pluie et la baguette fraîche de la boulangerie en bas. Quelque part au loin, un TER traversait la ville, sa corne basse et s'estompant. Je me suis assise à la table, j'ai ouvert mon agenda une dernière fois, et j'ai tracé une ligne nette sous la dernière entrée, mariage Leclerc-Martin, terminé. Puis je l'ai refermé et l'ai placé à côté du certificat. La lumière a glissé sur les deux papiers, les fusionnant en un seul reflet doux. Le silence, cette fois, ne signifiait pas l'absence. Il signifiait la possession. Dans les familles comme la mienne, le pouvoir ne crie pas, il se retire. Et quand il le fait, la pièce apprend enfin à quoi ressemble le silence. Il n'est pas vide. Il est mérité. C'est le son des limites qui se mettent en place, de la paix qui trouve son propre volume après des années à être étouffée. Si cette histoire a résonné en vous, restez pour la prochaine. Chaque silence cache un jugement. Chaque jugement commence par un acte de courage silencieux. Abonnez-vous, continuez à écouter, et découvrons comment le calme peut devenir la justice la plus retentissante de toutes. De nouvelles histoires chaque semaine, où la vengeance parle doucement.